Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde qui prend la suite avec tracer la mode pour maîtriser sa chaîne de valeur et sa communication. Donc autour de la table, je vais laisser la parole à chacun pour qu'ils se présentent et présentent leur activité. Je pense qu'on peut chacun avoir un micro en fait. Bonjour à tous, Axel Broyer, directeur des programmes au sein de Néret. Néret est une entreprise industrielle spécialisée dans le textile depuis 200 ans cette année. On est basé à Saint-Étienne, en tout cas le siège est à Saint-Étienne. On est spécialisé dans les produits d'identification de type ruban, étiquettes tissées et ornementation pour le packaging. Bonjour à tous, Laura, cofondatrice de Trace for Good. Trace for Good est un logiciel de traçabilité et de gestion de données sociales, sanitaires et environnementales. Et on va permettre aux marques de collaborer avec l'ensemble de son parc fournisseur à partir d'une source d'information unique et standardisée. Et en répondant aux contraintes et aux besoins de métier de chaque typologie d'acteurs de cette chaîne de valeur, on va s'assurer de l'engagement autour de ce nouveau process qu'est la traçabilité. Bonjour à tous, Benoît, je suis en charge du développement commercial de Retrace sur l'Europe. Retrace, c'est une entreprise qui accompagne les marques dans toutes ces problématiques de traçabilité et de collecte de données sur leur supply chain, donc la chaîne de valeur amont. Et puis vous dire que... J'y viendrai plus tard, pardon, excusez-moi. T'as fini ? J'avais un truc à dire, je suis un peu ému, et en tout cas, voilà. Donc, Retrace, oui, c'est un logiciel qui accompagne les marques sur leur connaissance et l'exploration de la supply chain. Et nous, on se positionne comme ce qu'on appelle Compliance Management Tool. Ça veut dire aider les marques, les acteurs de la mode, à aller se mettre en conformité avec les différentes régulations qui arrivent. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'AGEC, parce qu'on est en France. Retrace, c'est aussi une entreprise qui réfléchit à comment accompagner les marques à un niveau plus international, en se préparant avec à la fois les échéances qui arrivent au niveau européen et toutes les directives qui vont vous impacter à horizon 1, 2, 3 ans, et puis aussi très présent sur le marché américain avec là aussi, pas que en Europe, des législations type UFLPA, type New York Fashion Act, et on accompagne des marques, des petites, des grandes, partout en Europe et dans le monde pour la mise en conformité. Et là j'ai fini, pardon. Merci. Donc, je suis Ludovic Paquet, je suis le directeur commercial et marketing de Primo Indé. On est une jeune entreprise industrielle. Nous n'avons pas, hélas, les 200 ans dont tu parlais pour toi. Nous sommes basés à Grenoble et nous sommes spécialisés dans l'identification des textiles à travers une technologie que j'ai là, qui est un fil RFID. Donc, nous intégrons de la microélectronique en fait dans du textile, qui permet d'identifier et de suivre le cycle de vie des vêtements, donc de leur conception jusqu'à leur recyclage. Donc en effet, on sait qu'aujourd'hui, le gros enjeu, c'est quand même de savoir où sont récoltées les matières premières, où elles sont préparées, où est-ce qu'elles sont tricotées, comment le vêtement arrive en boutique. Son bilan carbone, la table ronde d'avant en parlait beaucoup. Donc c'est des questions qui sont des gros enjeux pour la mode de demain, tout comme la composition du produit. Et donc les entreprises doivent s'attaquer à ça. Et à quel moment en fait elles commencent. Et vous, chacun dans vos entreprises, qu'est-ce que vous avez mis en place plus précisément, et quel est le point de départ sur la chaîne de valeur, et quels sont les procédés que vous avez développés. Donc on peut recommencer dans le même ordre.
Alors du coup, Néré, en tant qu'industriel et spécialisé dans le tissage d'étiquettes, on a développé 2 outils. Le premier outil, c'est des étiquettes incluant notamment un QR code unique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tracer produit par produit. Donc effectivement, on va pouvoir aller sur toute la durée de vie. Donc nous, on intervient plutôt sur la partie commercialisation, c'est-à-dire la traçabilité aval et non amont. L'idée, c'est après de pouvoir se dire quels sont les usages qu'une marque pourrait trouver. Alors, on a l'anti-contrefaçon, on a les outils marketing, on a la seconde main, on a le recyclage. Voilà, ça, c'est multiple. Mais en tout cas, on a cette partie physique qui va venir s'apposer directement sur le produit, donc généralement sur une étiquette avec un QR code. Alors, elle peut prendre un design différent. Donc, nous, on intervient à ce moment-là. Et on a aussi développé depuis 1 an on va dire une couche base de logiciels en fait, qui va permettre l'affiliation entre cette étiquette unique digitale et la donnée sur laquelle la marque souhaite que le consommateur ou en tout cas l'utilisateur atterrisse. Donc encore une fois, ça peut être directement dans son ERP ou sur son site web pour une page produit. On parlait de la réglementation tout à l'heure de la loi AGEC pour lui donner les bonnes informations. Ça peut être sur un outil de réparation. Tiens, j'ai fait un accroc sur mon vêtement, j'aimerais savoir où est-ce que je peux le faire réparer. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on intervient plutôt principalement sur cette notion-là. Mais également, on a certains de nos clients qui vont s'en servir aussi de traçabilité interne, mais je dirais à moindre échelle. Donc on est vraiment plus tourné sur les usages avec un binôme produit physique qui vient s'apposer sur le produit et la couche base logicielle qui va permettre de faire l'affiliation, donc la redirection de l'information. Alors nous, pour le coup, on fait de la traçabilité supply chain amont, donc pré-achat. On va partir des marques que l'on va équiper d'un logiciel. Et ensuite, on va venir interroger leurs fournisseurs de rang 1, donc via un process d'automatisation, d'envoi d'emails et de rappels. Ces fournisseurs de rang 1, on va leur demander de compléter un certain nombre d'informations sur leur site de production, leurs pratiques RSE. Et on va aussi leur demander de compléter un certain nombre d'informations sur les produits qui n'ont pas été captés par la marque, que la marque ne connaît pas. Les données produits, on les remonte en instantané dans la plateforme de la marque. Les données fournisseurs aussi, qui viennent enrichir les fiches produits et les fiches fournisseurs côté marque. Et ces fournisseurs-là, on leur demande également quels sont leurs propres fournisseurs qui vont être impliqués dans les activités de rang 2, de rang 3, jusqu'à l'origine matière. Et là, on vient répliquer cette traçabilité, donc cette automatisation d'envoi d'email, de rappel, pour inviter tous les fournisseurs. Donc c'est le process de traçabilité en cascade. Et à chaque étape, les informations rentrées concernant le produit ou concernant l'activité du fournisseur sont rentrées automatiquement dans le logiciel de la marque qui a une vue de l'avancement de sa traçabilité en temps réel. Et pourquoi on fait ce process de traçabilité, ce qu'on appelle supply chain amont, et on part de la marque? Parce qu'aujourd'hui, la maturité du marché fait que ce sont les marques qui en tirent une valeur directement. Les marques, elles sont soumises à la pression des consommateurs et de leurs besoins de transparence, et elles sont aussi soumises à la pression de la réglementation. Et Benoît, c'est ce que tu disais, c'est à la fois la loi AGEC, parce qu'on est en France et on a cette loi en tête, mais c'est aussi le passeport digital produit qui va nécessiter d'ailleurs d'interopérabiliser la supply chain amont et pré-achat et post-achat. Et puis, il va y avoir aussi tous les décrets et les réglementations fédérales aux États-Unis qui vont demander d'avoir une traçabilité très poussée et remonter jusqu'à l'origine matière. Peut-être, parce que sinon je vais répéter ce qu'a fait Laura. On parlait hier des points vraiment différenciés entre nos deux solutions. On a certainement, mais en tout cas à un niveau macro, on est sur la même approche. Peut-être juste vous dire qu'il y a différents acteurs autour de la table et qu'en fait il y a plusieurs types de traçabilité. Il y a une traçabilité qu'on appelle vraiment avec des marqueurs physiques. Donc qui peut intervenir à différents niveaux. On en parlera tout à l'heure avec des cas d'usage aussi intéressants. Donc soit vraiment sur cette supply chain aval avec les étiquettes, le digital product passport qui viendra, soit même en amont, arriver très très haut au niveau de la fibre et descendre tout ça, qui couvre une partie des besoins de traçabilité des marques. Et puis après ce que nous on fait avec Laura, qui s'appelle plutôt ce qu'on appelle chain of custody, ça veut dire collecte de documentation
et après contrôle de cette documentation, hein, donc sur une base vraiment de papier, documentaire, d'échange de certificats de transaction, d'ordre d'achat, pour vérifier que tous les maillons de la chaîne sont bien intégrés dans la chaîne de valeur à un produit fini et qui sont capables de justifier de leur présence, c'est pas seulement du déclaratif, donc chain of custody ou ces traceurs physiques. Et après là-dedans, quand on est plutôt sur des traceurs physiques, on est plutôt sur une approche qu'on appelle fiber forward, ou en tout cas on commence en haut et on va plutôt vers le produit fini, mais on essaie de commencer le plus près possible de la fibre ou pour le cuir des élevages là-haut. Et puis chain of custody, on peut partir en fiber forward, mais bien souvent ce qu'on fait c'est du product backward, donc on remonte voilà, sur la traçability, le côté un peu professoral. Il y a plusieurs approches, toutes complémentaires et pas mal de façons de voir cette traçabilité. Aujourd'hui, nous, Retrace, pour la faire simple, on fait du fiber forward, on fait du product backward, mais on n'est que en chain of custody, que sur cette documentation, et donc très intéressé par ce que mes amis vont aussi dire sur ces traceurs plutôt physiques. C'est un vaste sujet, la traçabilité, vous en avez ici plusieurs exemples. En ce qui nous concerne, on utilise une technologie qui est déjà éprouvée depuis assez longtemps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repensé le facteur de forme. C'est-à-dire l'idée de ne plus avoir une étiquette RFID qui soit attachée au produit, mais qui soit embarquée dans le produit, qu'on ne peut pas dissocier du produit. Nous, on est plutôt au produit fini, puisqu'on assemble notre fil avec un produit fini, et c'est à partir de ce moment-là qu'on assure la traçabilité. Et assurer la traçabilité pour nous, c'est dire qu'on ne peut pas retirer l'élément qui contient l'identifiant. Donc c'est le sujet de notre conception et fabrication. Et en ce sens, on l'intègre donc au moment de la fabrication du produit fini, avec un identifiant unique. Chaque pièce d'une collection devient un article unique tout au long de son cycle de vie, jusqu'à, in fine, son recyclage, où en effet, tu parlais de passeport digital, on va faire le lien avec toutes ces informations-là pour les remonter dans la chaîne de traçabilité. Nous, la chaîne de valeur, elle commence pour nous, en tous les cas, au moment de la fabrication du produit pour le suivre. Très bien. Et donc toute cette traçabilité est mise en place par différentes technologies. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que cette technologie digitale est la seule réponse pour tracer en fait tous ces produits consommés, vendus, parfois revendus? Pour vous, c'est la seule... Est-ce que c'est la seule... Ouais, je vais attaquer, mais je pense que mes collègues sur la partie digitale seront plus sérieux. Alors nous, oui, forcément, on prend cet axe-là parce que moi, je crois que l'enjeu, c'est la masse de données. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, sur le marché français, c'est 3,3 milliards de pièces vendues, enfin mises sur le marché chaque année. Donc si on multiplie ça par une composition, par une taille, voilà, sur des éléments très basiques, il y a déjà une gestion que pour moi seul, en tout cas, le digital peut mettre en œuvre. Par contre, c'est complémentaire. Ça va dépendre de la volonté de la marque, qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place, quelle est la relation qu'elle veut créer avec son client final, qu'est-ce qu'elle cherche aussi sur cette traçabilité amont, comment elle va le mettre en avant, le niveau de transparence qu'elle va chercher. Aujourd'hui, il y a des... je ne vois pas vraiment comment on pourrait en tout cas s'y soustraire, mais elle doit rester, à mon sens, complémentaire, parce qu'il y a une approche, encore une fois, qui doit rester, surtout dans le textile, voilà, très, très, très factuelle et très terrain. Je complète, et de toute manière, en fait, le panel d'intervenants répond à la question, c'est-à-dire qu'une traçabilité, ce qu'on appelle cradle to cradle, elle n'est pas possible qu'avec du numérique, et que dans l'optique d'avoir ce passeport digital produit, on va être obligé à un moment donné d'avoir un marqueur physique à l'unité du produit pour tracer sa réparation, sa revente et sa recyclabilité. Et il faut que toutes ces technologies, parce que c'est quand même des technologies que vous déployez, ça soit complémentaire et donc qu'il y ait un enjeu de standardisation et d'interopérabilité de toutes ces solutions pour que l'on puisse développer un vrai écosystème de traçabilité et qu'on offre une solution aux marques qui leur permet de tracer de l'origine matière jusqu'au moment du recyclage de leurs vêtements. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir sur ce...
Oui, juste un mot. Digitaliser, c'est aussi automatiser vos opérations. C'est-à-dire, c'est apporter de la sécurité dans tous les événements de traçabilité que vous pouvez avoir. C'est éviter les erreurs humaines qu'on pourrait faire. Et puis, c'est effectivement une tendance forte aujourd'hui dans tous les commerces. Je ne pense pas qu'on puisse y couper, en effet. Ça ne me paraît pas possible. Et peut-être ajouter, en tout cas sur la supply chain amont, là où vraiment nous on se concentre, je ne pense pas que ce soit obligatoire de digitaliser si on veut juste faire de la traçabilité. Ça veut dire que fonction de votre volume en fait, de référence que vous mettez sur le marché, fonction de votre façon de travailler, si vous travaillez avec des fournisseurs depuis longtemps, que vous les connaissez, que vous connaissez votre supply chain, évidemment pas besoin d'avoir des outils. Pour autant, dès qu'on arrive sur la supply chain aval et qu'on a besoin de connaître des informations sur soit fin de vie, soit seconde vie, là vous n'avez plus aucune information, donc là très rapidement vous allez devoir passer par des solutions digitales. Et puis si on se met simplement d'un point de vue règlement, ce qui arrive, le Digital Passport Product, c'est une obligation d'aller connaître ce qui va se passer en aval. Donc en amont, pas forcément. Preuve en est, je pense qu'aujourd'hui on a des services qui intéressent plutôt des marques assez matures, avec un certain volume déjà de marchandises mises sur le produit. En aval, je pense qu'à terme, on verra quelle modalité, QR code, RFID. Mais en aval, si vraiment les réglementations européennes arrivent, on verra encore leur décret d'application. Je ne vois pas comment une marque pourrait se passer aujourd'hui de la digitalisation. Merci pour cette réponse très, très claire de tous les quatre. Donc moi, je voulais revenir un petit peu sur les informations, justement, par exemple, qu'il peut y avoir stockées dans les QR codes ou dans votre fil. Est-ce que ces informations, est-ce qu'il y en a une partie qui est destinée plutôt aux consommateurs ou plutôt, vous travaillez plutôt avec les marques, mais en fait, comment ces informations sont séparées, quelle est la confidentialité, quel est l'accès, etc. Oui, alors forcément, effectivement, l'idée, si on parle d'un identifiant unique, c'est qu'on arrive à avoir, avec un seul identifiant, plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, on peut imaginer, nous on a quelques cas d'usage où on va avoir une personne qui va scanner le QR code, qui va arriver sur une interface, par exemple revendeur, donc il va plutôt avoir une notion de gestion de stock, de composition, peut-être de mise en avant marketing, comment le produit doit être mis, est-ce qu'il y a des soldes qui sont prévus sur ce produit-là. Le consommateur final, lui, quand il va scanner le QR code, il va arriver dans un autre environnement qui va être dédié uniquement pour lui. Alors soit une notion de fidélité parce que j'ai acheté le produit dans tel magasin, donc j'ai le droit à un certain programme, ou je vais pouvoir aller chercher des informations qui me sont propres parce que j'ai réussi à m'identifier. Donc ça, on peut l'imaginer dans des notions de seconde main. J'ai acheté le produit, je veux le revendre, il veut y avoir une passation, donc on a cette notion de traçabilité. Et puis après, c'est des choses qu'on va construire avec, encore une fois, la marque et les besoins, mais effectivement, il est tout à fait possible, avec un même identifiant, d'avoir des informations différentes en fonction du profil de la personne qui va se connecter. Donc on peut arriver à avoir effectivement un niveau de différenciation. Je rajoute, et tu l'avais mentionné d'ailleurs au tout début, que la traçabilité, il faut, avant de la lancer, définir exactement les cas d'usage. Et en fonction des cas d'usage, en fonction de ce que l'on veut en faire de ce process de traçabilité, on pourra identifier quelles sont les données à récolter et à retranscrire, à communiquer. Et donc, pour parler côté Trace for Good, nous, ce qu'on vous disait, c'est qu'on travaille d'abord avec les marques. C'est le donneur d'ordre, c'est notre client. Et le premier travail qu'on fait, c'est dire quels sont vos cas d'usage. Est-ce que c'est répondre à la réglementation et laquelle? Est-ce que c'est apporter plus de transparence à vos consommateurs? Mais qui dit transparence, ça dit aussi beaucoup de pédagogie. Et là, le sujet de la confidentialité des informations. Je pense que le consommateur aujourd'hui n'a pas envie d'avoir le nom exact de l'entreprise qui tisse le fil. Il veut savoir le pays et ensuite il veut savoir s'il y a des certifications associées. Et il veut savoir aussi discriminer un produit d'un autre et c'est ce type d'information que l'on va inviter la marque à pousser à son consommateur. En revanche, quand on interroge
d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans l'optique de communiquer de la transparence à leurs consommateurs et d'améliorer leur image de marque, eux, ils vont venir chercher une traçabilité extrêmement précise et granulaire de leur chaîne de valeur, qui aujourd'hui est extrêmement complexe, avec énormément d'acteurs, du multi-sourcing, une traçabilité en fonction des baux de commande qui va changer. Et ils vont chercher absolument à collecter des informations sur les pratiques fournisseurs et sur les caractéristiques produits, matières, les composants chimiques, etc. Donc c'est très important au départ de définir le cas d'usage de cette traçabilité pour savoir ce qu'on en fait ensuite et médier le type de données qu'on va communiquer. Peut-être pour revenir aussi sur cette notion de communication. Communication, on pense bien souvent en France, en tout cas communication consommateur final, parce que c'est AGEC, parce que c'est la nécessité. Aujourd'hui, on a, et Laura l'évoquait, d'autres législations, et des législations qui vont être portées par l'Europe, où on ne parle pas du tout au consommateur final. On est aux États-Unis avec un interlocuteur qui s'appelle les douanes américaines, qui ne veulent pas qu'il y ait du coton qui vienne du Xinjiang en Chine parce qu'il y a un risque qu'il y ait des travailleurs forcés. La communication, en tout cas, on va dire, à l'américaine disclosure, ceux à qui on doit parler et à qui on doit amener les éléments de preuve, c'est les douanes. En Allemagne, on est plutôt sur une communication avec une loi qui s'apparente à ce qui existait en France, qui avait été passé en France 2018, responsabilité élargie du producteur, mais qui n'a pas vraiment été suivi d'effet. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont passé en Allemagne pour l'ensemble des industries, 1000 employés en Allemagne, ça passe, et ça arrive en Europe dans 2 ans. Vous devez connaître l'ensemble de vos fournisseurs, donc la traça n'est que le début, parce qu'une fois qu'on a identifié les fournisseurs, on doit connaître leurs pratiques, et leurs bonnes pratiques ou leurs mauvaises pratiques sur les différents critères environnementaux, sociétaux, tout ce qui est corruption, au moins rang 1 et 2. Et là, l'interlocuteur, c'est pas le consommateur final, c'est l'équivalent de la DGCCRF. Donc, se dire que la traçabilité, ça vous permet, c'est un début, ça vous permet d'identifier et de connaître déjà avec qui vous bossez. Ensuite, derrière, il va falloir collecter plein de data, et ces datas-là seront définies par, encore une fois, quel est le cas d'usage, quelle est la finalité. Et puis peut-être, je sais pas si je suis un peu trop long, j'aime bien l'idée de est-ce que la traçabilité répond à un enjeu juste réglementaire, ou est-ce que la traçabilité et donc cette transparence apporte de la valeur à la marque et quelque part influence sur l'acte d'achat, plus transparent, est-ce que ça crée de la valeur, est-ce qu'on peut vendre plus cher avec tout ça? Je vais pas y répondre. Est-ce que c'est différenciant et dans quelle forme? Et en gros, on parle de ROI, ça veut dire qu'on est tous en train de vous dire on a plein d'outils pour aller faire plein de choses et pour aller découvrir qui fait quoi en aval, en amont. Je pense qu'on n'est pas complètement clair sur le retour sur investissement de ces démarches-là. Alors, je te coupe la parole 2 secondes parce que j'avais promis à Aude d'arriver avec quelques chiffres. Et pour rebondir directement sur ce que tu disais, on commence à avoir des chiffres pour montrer le retour sur investissement de la traçabilité, qui est un poste de coût aujourd'hui considéré par les marques. Cette traçabilité, ça va servir à faire des analyses de cycle de vie et anticiper l'éco-score qui va arriver, qui était le sujet du panel d'avant. Et si on regarde le Nutri-Score, donc dans l'alimentaire qui a un petit peu d'avance, on voit que pour une même catégorie de produits, changer d'une note et donc passer à la note d'au-dessus, ça booste les ventes de 10%. À l'inverse, avoir une lettre de moins dans ce Nutri-Score, ça peut faire chuter les ventes de 3 à 5%. Donc ça y est, on a des données chiffrées qui permettent de valoriser tout ce travail et qui vont bien aider les directeurs de production de qualité RSE à valider ce budget auprès de leur direction, parce que enfin, c'est pas que un poste de coût, mais aussi une capacité à booster ses ventes. Merci pour ces chiffres. Oui, juste un mot sur la technologie que nous, on utilise pour faire la traçabilité. C'est plutôt en supply chain, donc c'est plutôt une traçabilité B2B. Il y a assez peu d'interactions avec les consommateurs. En tous les cas, vous et moi, on ne peut pas lire ce tag que j'ai là dans les mains sans être équipé d'un lecteur professionnel. Donc c'est assez étanche. Donc il y a une protection des données qui est assez forte. Et la seule donnée qui se trouve dans cette étiquette-là, c'est un identifiant numérique unique qui ne relie aucune personne ici présente, ni ailleurs d'ailleurs. Donc on n'a pas d'interaction avec ça. La seule chose que ça peut donner, c'est une information en temps réel sur le niveau de stock, par exemple. C'est là où on peut interagir avec
un consommateur à travers une application de la marque qui pourrait dire quand vous achetez en ligne, eh bien dans tel magasin il y a en temps réel X pièces. Mais c'est assez siloté, donc il y a en effet une protection des données pour répondre à la question tout à l'heure. Je vais vérifier l'heure. Donc on va passer à notre troisième partie. Donc effectivement, donc, pour rebondir sur cette histoire de confidentialité, donc la sécurité est quand même un pain point ou un point de frustration. Donc comment, en fait, vous en avez touché 2 mots pour mettre en place justement ce passeport digital, comment vous voyez en fait l'avenir par rapport à standardiser et avoir un petit peu un système ouvert où plusieurs compagnies pourront transférer leurs informations. Comment vous imaginez que ça puisse se passer, est-ce que vous pensez que ça pourra se passer? On change de sens. C'est un enjeu majeur. C'est évidemment comment ces bases de données vont pouvoir communiquer entre elles. Alors, je ne suis pas spécialiste des échanges interopérables, mais en effet, si ça n'existe pas, il n'y aura pas d'échange et vous aurez du mal à avoir une traçabilité de bout en bout. Donc ça, je pense que c'est de la responsabilité des organismes internationaux qui travaillent dessus. Vous citez le passeport digital. La Commission européenne a missionné le CIRPAS pour travailler sur ces enjeux-là. Et un des enjeux, c'est en effet d'ouvrir les informations à l'ensemble des intervenants. Donc ils sont en train de travailler sur l'architecture informatique à mettre en place pour valider l'échange de données. Nos clients sont des marques. Le temps que les marques se mettent d'accord pour échanger les données, on sera prêts, nous, pour produire en masse. Alors, concernant la supply chain amont, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on demande à des fournisseurs d'aller remplir plein de données. Des fois, pour une même marque, au sein d'outils différents. Vous allez saisir dans un supply chain management tool des infos, dans un soft de traçabilité d'autres infos, et puis derrière dans des ERP d'autres infos. Donc au sein d'une marque, déjà pas mal d'infos fournisseurs, et donc des fournisseurs qui sont déjà assez sollicités. Et puis ensuite, vous avez des données qui sont ailleurs, qui sont chez Certification Bodies, qui vont aller certifier, chez les auditeurs. Vous avez plein de labels qui ont des infos. Et aujourd'hui, quand même, globalement, l'état de fait, c'est que tous ces systèmes-là, ces plateformes, ne se parlent pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'un jour, tout discutera les uns avec les autres. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on avait parlé il y a une dizaine d'années de audit fatigue chez les fournisseurs. Aujourd'hui, il y a 2 pays qui sont vraiment pionniers sur tous ces enjeux de traçabilité et de collecte de données que sont la France et les États-Unis. Et encore les États-Unis sur une petite partie seulement, parce que je l'ai dit, c'est que pour la Chine. On va arriver en Europe avec une traçabilité totale, peut-être même rang 2, 3, on parle pour la directive de déforestation rang 4 pour le cuir. Donc on va avoir une traçabilité fatigue. Donc cette interopérabilité, ou en tout cas cette façon d'échanger des données pour éviter aux fournisseurs d'avoir des multisaisies alors que les données sont déjà disponibles, c'est un enjeu. On y bosse, on n'y est pas, et je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient... On est encore dans une démarche très « c'est moi qui vais gagner à la fin ». Voilà, j'ai mon impression. Donc je n'échange pas mes données c'est ma valeur, mais on y viendra. Donc dans 5 ans on y sera, et on a 5 ans à faire en sorte que les fournisseurs ne subissent pas, et donc accompagner les fournisseurs dans cette traçabilité fatigue, j'insiste, et voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils puissent répondre aux questions qui leur sont posées. Alors moi je vais apporter un élément supplémentaire qui est lié à la confidentialité des données. Il y a quand même un sujet aujourd'hui de maturité du marché, c'est-à-dire que je parle de la traçabilité de la supply chain dans ce cas-là, il y a une vraie culture de l'opacité dans cette filière textile, liée au fait qu'il y a des agents et liée au fait que c'est une industrie extrêmement complexe. Et aujourd'hui, notamment les agents, mais aussi les fournisseurs, ne veulent pas forcément dévoiler le nom de leurs propres fournisseurs, de temps en temps des sous-traitants qu'ils préféraient garder hors radar. Et c'est cet élément qui bloque
l'avancée de la traçabilité comme on l'a fait donc, du produit à l'origine matière. Et donc là, il y a un vrai travail déjà de pédagogie, essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas ça la valeur de leur métier. Un agent, c'est pas garder confidentiel ses propres fournisseurs qui fait la valeur aujourd'hui ce métier. Essayer de les accompagner dans un changement de paradigme, leur dire plus tu es transparent, collaboratif, plus tu vas devenir un partenaire stratégique et privilégié. Et c'est un élément à mettre en avant pour gagner des nouveaux clients, pour gagner des nouveaux contrats. Donc ça, c'est l'évolution, le sens de l'histoire. Mais aujourd'hui, très pragmatiquement, il faut permettre à un moment donné à tous ces acteurs de protéger un certain niveau de ces données qu'ils considèrent comme stratégiques si on veut quand même réussir à remonter la chaîne jusqu'à l'origine matière. Alors moi je peux donner ma vision un peu sur les deux côtés. Effectivement, en tant qu'industriel, nous on est sollicité par nos clients pour plus de transparence, savoir d'où viennent nos produits. Donc là je rejoins tout à fait ce qui a été dit. L'enjeu c'est d'essayer de faire collaborer nos fournisseurs en les accompagnant, en essayant de faire de l'onboarding avec les équipes pour le faire comprendre. Il y a des fois c'est simple, il y a des fois c'est plus compliqué. Mais en tout cas nous, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on est convaincus que de toute façon il faut aller dans ce sens-là. Alors après la difficulté c'est que certains de nos clients ne peuvent ne pas avoir les mêmes plateformes, donc il y a une sorte de redondance. Donc là on retourne encore une fois sur l'enjeu d'interopérabilité qui pour en tout cas parfois les fournisseurs qui ont peu de temps, peu de moyens sera un vrai luxe. Si demain ça pouvait même être connecté avec nos ERP, on dirait merci à tout le monde. Ça, on n'y est pas encore. Donc ça, c'est le côté un peu, effectivement, traçabilité amont. Sur la partie aval, effectivement, il faut bien comprendre l'enjeu de l'Union européenne qui, quand elle pousse sur la partie du passeport produit, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est tracer la vie du produit. Une fois qu'elle va être dans l'Union, le metteur sur le marché, elle lui a donné des obligations réglementaires, elle doit afficher, mais après, elle, ce qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que va devenir ce produit et est-ce que demain, ça va potentiellement être une source au niveau du recyclage, notamment sur des matières nobles ou parfois synthétiques, de se dire mais en fait on va les garder, plutôt que d'envoyer nos produits sur des plages je ne sais où dans le monde, on va les garder chez nous, on va les retraiter et ça nous éviterait de faire des imports. Donc cet enjeu de traçabilité derrière sur la partie européen, il est extrêmement fort et là il sera obligé d'être globalisé, mais c'est un enjeu qui va prendre du temps. Alors 5 ans, ça serait super, j'espère qu'on y arrivera tous. Mais en tout cas, si déjà les acteurs principaux, ceux qui ont les moyens, mettent la marche avant tout de suite, et il y en a déjà qui l'ont fait, oui, ça me semble réalisable tout à fait. Très bien. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter sur le sujet ou est-ce qu'on passe peut-être à des questions dans la salle ? Non, peut-être, mais je pense que c'était clair. Sur la traçabilité amont, le facteur clé de succès, c'est le fournisseur. Et aujourd'hui, on est face à des fournisseurs qui, Laurent en a très bien parlé, pour différentes raisons. Moi, je parlais de traçabilité fatigue, un investissement ressources humaines de leur côté. Il faut qu'ils nous passent des données. Laura a parlé très bien de la réticence business. Est-ce que je vais être bypassé ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'accéder à ces données ? Et puis peut-être une espèce de... La mode n'a jamais été vraiment très transparente et on ne s'est jamais vraiment très intéressé à ces sujets-là qui étaient plus perçus comme un coût et finalement quelque chose d'assez marginal. On avait besoin d'un produit fini et c'est tout. Comment l'enjeu pour nous tous ici, c'est de se dire comment est-ce qu'on change. On arrive non pas dans une transparence, mais en tout cas, on est capable d'amener tous les fournisseurs. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas évident. C'est pas évident et aujourd'hui, il y a des outils qui vont permettre d'échanger et en même temps, on a besoin de plus en plus de collaboration entre les bases de données et en même temps, les marques nous demandent aussi d'avoir des données qui soient complètement confidentielles. Pousser vers du collaboratif, vers de l'ouvert, c'est aussi mettre les marques face à leurs propres enjeux. Ça veut dire vous demander à vos fournisseurs d'être ouverts et en même temps, vous êtes les premiers à nous dire non, mais moi, je n'échange pas mes données. Donc, on est vraiment sur des sujets qui, pour moi, je trouve très intéressants et sur globalement un vrai changement de paradigme pour les marques. On s'occupait aujourd'hui de concevoir, pas de produire, de concevoir et de mettre sur le marché des produits. Et aujourd'hui, on leur dit vous designez, vous produisez et vous êtes responsable de ça. Et derrière, vous mettez sur le marché et vous suivez la fin de vie de vos produits. Je pense que c'est un impact qui est rare dans une industrie aussi rapidement parce qu'encore une fois, les législations y poussent.
Donc moi j'avais envie de vous poser une question en fait par rapport à ce travail que vous faites depuis quelques années avec Trace for Good et les différents acteurs ici. Mais est-ce que vous avez vous observé un changement chez les marques que vous accompagnez ou chez vos clients par rapport au travail que vous avez fait avec eux jusqu'ici? Est-ce qu'ils essayent de s'adapter? Est-ce qu'ils ont changé parfois de manufacture? Est-ce qu'ils ont voilà, comment ça a impacté ce travail que vous faites, qui est un peu d'accompagner aussi sur un certain nombre de choses? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Alors nous, juste très rapidement, ce qu'on voit, c'est là l'étape, je pense qu'elle est plutôt sur la prise de conscience. C'est en fait, ça permet aux marques ou en tout cas aux producteurs de se dire, mais en fait, voilà, la réalité, elle est là. Moi, j'ai échangé l'autre jour avec un industriel qui me disait, mais en fait, on s'est rendu compte que 90% de nos produits, au final, la matière première, elle venait du même endroit. Donc en fait, demain, si politiquement il pouvait y avoir une crise là-bas, en fait, c'est pas un produit qui serait impacté, mais c'est 90% de notre gamme. Et il dit, ça, on n'en avait pas conscience, parce qu'au final, la base de notre production. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience, d'analyse, de retour d'expérience, et que les décisions stratégiques, pour moi en tout cas, elles vont arriver dans un deuxième temps. Autre transformation, ce qui fait référence à ce que tu disais, Benoît, dans un secteur en pleine transformation, redéfinition, c'est qu'aujourd'hui, la traçabilité, et ça prend du temps, mais ça devient un véritable métier, ou au moins une fonction transverse que la marque doit mettre en place et doit structurer au sein de son entreprise. Et un des challenges aujourd'hui qu'on remarque, c'est de réussir à faire communiquer plusieurs départements, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années, mais il faut pouvoir mettre autour de la table les directeurs des systèmes d'information, les directeurs marketing et communication quand même, et aussi les achats, la qualité, la production. Donc ça déjà, c'est une transformation et c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un des challenges des marques. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des offres et des postes qui sont responsables traçabilité, chef de projet traçabilité, ce qui n'était même pas le cas il y a 1 an. Et il y a 2 ans, quand on a lancé Trace for Good, les acteurs étaient encore en train de nous demander de faire la différence entre quelle était la différence entre l'analyse de cycle de vie et la traçabilité. Ça nous paraît dingue aujourd'hui, et tant mieux. D'ailleurs, il y a 2 panels qui se suivent et je pense qu'ils clarifient ce que sont ces 2 exercices. Et ce sont 2 exercices très différents, 2 expertises très différentes et donc 2 solutions pour les adresser qui ont besoin d'expertise et de technologies assez différentes. Voilà un peu pour refaire un petit temps en arrière, de se dire en 2 ans, ça a énormément gagné en maturité et on n'a plus du tout le même discours et on n'a plus du tout la même pédagogie à apporter, ce qui est un super bon signal qui montre la maturité, l'évolution de cette industrie, mais qui n'en est encore qu'à son début. Je vais être rapide parce que je pense que j'ai déjà un peu consommé mon temps, mais globalement d'accord avec Laura sur à l'intérieur des entreprises, il y a des nouveaux services entiers, des nouveaux départements, des nouveaux rôles, des nouveaux jobs qui sont apparus, et ça assez récemment. Et puis au niveau des typologies d'entreprises, nous on avait commencé 2016-2019, donc avant cette vague de législation. On était sur des petites entreprises plutôt pionnières, plutôt mode éco-responsable. Aujourd'hui, on parle avec tout le monde, et donc à la fois de nouveaux postes, et puis vraiment ces postes-là, ils sont présents dans la plupart des entreprises aujourd'hui. Oui, pour compléter ce qui a été dit, moi je pense que les marques changent, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est leur intérêt aussi. Et n'oubliez pas que s'il y a une marque, il y a un consommateur derrière. Le consommateur, il peut choisir d'acheter ou pas en conscience. Alors je sais que c'est des grands mots, mais dans les faits, on peut tous avoir une action sur ça. Probablement la plupart des chefs d'entreprise de marque en ont conscience aussi. Donc ça change et ils ont un intérêt aussi de trouver des relais de croissance. Et des relais de croissance, c'est aussi des nouveaux modèles économiques dont on n'a pas encore parlé, mais peut-être autour de la deuxième vie du produit ou de la location, des modèles de location par exemple. Et ça, il faut le tracer aussi. Donc c'est des choses dont ils vont avoir besoin demain pour faire des relais de croissance en conscience. Et peut-être juste pour rebondir, c'est que en fait, le modèle gagnant d'une marque de demain, et c'est important de le définir parce qu'on voit avec l'actualité aujourd'hui qu'il y a beaucoup voilà, c'est en pleine restructuration. Il faut bien comprendre qu'il faudra que la marque
puisse connaître ses consommateurs, et tous ces consommateurs, aussi les consommateurs qui achètent de la seconde main, il va falloir qu'elle soit capable de très bien connaître son produit et de très bien connaître sa chaîne de valeur. Donc triple enjeu qui nécessite de la tech, à la fois une transformation numérique et aussi des nouveaux procédés pour de la traçabilité physique. Ça fait beaucoup. En effet. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que Benoît disait par rapport au changement de clients que vous aviez. Au début, c'était plus des petits clients qui en fait avaient un petit peu créé peut-être leur marque pour faire la différence, etc. Et qu'aujourd'hui, vous voyez des plus gros acteurs venir à vous. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose de remarquable de voir que peut-être c'est les petits qui montrent l'exemple aux plus gros. Et surtout parce que j'entends souvent dire mais nous on est tout petit, quelle différence on va faire, et en fait si, je pense que peut-être vous êtes la preuve qu'effectivement même quand on est petit on fait la différence et on peut montrer une meilleure voie peut-être au plus gros. Peut-être pour répondre là-dessus, d'abord Retrace au départ c'est une marque de chaussures, donc on vient vraiment de vos métiers. 2016, on fait des chaussures qu'on veut éco-responsables, et si on les veut éco-responsables, on commence à développer nos propres outils, Traça, Compliance et compagnie. Et puis on va scinder les deux activités et on va commencer à commercialiser les outils qu'on avait développés. Et là, le marché, c'est, comme tu le disais, hein, c'est des jolies marques, petites, mais qui sont vraiment éco-responsables. Et arrive cette réglementation, et là, c'est l'ensemble du marché qui doit. Pour autant, la vraie question, c'est pas est-ce que les marques ont attendu la réglementation, c'est pourquoi il y a ces réglementations qui arrivent. Et plus que la mode, hein, je pense que c'est les consommateurs, les citoyens, les gens, tout le monde qui change et qui disent en fait, ça doit changer. Et donc, est-ce que ces petites marques ont initié le changement citoyen-régulation ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ravi de les accompagner toujours, ces gens qui étaient pionniers. Et aujourd'hui, en tout cas pour conclure, hein, toutes les marques, quelles qu'elles soient, fast fashion, ultra fast fashion et tout, si elles veulent commercialiser en Europe, doivent le faire. Il y a aussi le fait, ça rejoint le point de besoin de structurer une organisation et de faire communiquer autour de la table plusieurs départements. Forcément, quand on est une petite marque, c'est un voilier qu'on pilote, c'est pas un paquebot. Et donc, ça peut aller beaucoup plus vite de changer de cap. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de ces marques pour quand même montrer la voie. Elles sont plus capables de prendre des risques et de changer la boussole. Donc, c'est très complémentaire. Et dans le cadre du développement de Trace for Good, oui, on a commencé par des petites marques qui étaient capables de prendre un peu plus de risques. Et ce sont elles qui nous ont permis de construire l'outil qui aujourd'hui nous permet de le vendre à des très grosses marques. Donc voilà, c'est de l'entraide et puis c'est une histoire de risque et de capacité à changer rapidement de cap. Juste pour compléter, nous effectivement, je vais dans le même sens. Alors nous, on a la chance d'évoluer avec des clients qui sont plutôt du luxe, des grandes maisons françaises, et qui, pour le coup, elles ont toujours mis les moyens pour avancer de façon assez précurseur. Il y a des maisons qui travaillent depuis très longtemps. Mais effectivement, c'est toujours pareil, quand on est pionnier, on essaye, on réessaye, on change, et tout ça, ça sert pour les autres. Donc de toute façon, c'est bénéfique, j'ai envie de dire, petit ou gros, c'est surtout les premiers qui y sont allés et qui font le job pour les autres, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Bien. Donc je pense qu'on est prêt maintenant pour des questions s'il y en a. Je vérifie juste l'horaire. Donc s'il y a une ou deux questions, rapidement. Ouais. Bonjour, merci pour cette table ronde. J'avais une question par rapport à la confidentialité, plutôt sur la traçabilité sur la chaîne en amont, parce qu'on a beaucoup parlé en aval. Du coup, par rapport aux consommateurs, comment est-ce que seraient gérées les données par rapport à la vie privée, etc., pour les consommateurs qui scanneraient du coup ce QR code ? Alors pour vous, c'est bien la partie aval. Là, pour nous, on n'a pas forcément la vision, c'est-à-dire que chaque marque va gérer ses propres données. Nous, on fait encore une fois aujourd'hui le lien physique entre le produit et les bases de données. Tout va dépendre, ça peut être des bases de données marketing, donc qui sont gérées en interne, ça peut être des bases de données qui sont liées à la réglementation, donc qui en fait étaient déjà présentes sur toutes les étiquettes que vous aviez dans les produits. Donc là, il n'y a pas forcément de choses à protéger, c'est simplement un affichage qui change.
Ça peut être sur des clouds privés, ça peut être sur des clouds publics. Ça va plutôt dépendre de la marque. Et puis il y a des secteurs aujourd'hui qui seront un peu plus impactés. On peut parler par exemple de la santé, avec les données patients, où là on sera carrément sur des tiers de confiance qui, eux, stockeront les données du client ou patient. Donc ça va dépendre un peu du niveau d'information, mais aujourd'hui, pour moi, ça, c'est pas tellement un enjeu parce que ces informations, il y en a beaucoup qui sont déjà collectées d'une certaine façon. C'est plutôt nous la façon dont on va les pousser, les mettre en avant. Mais effectivement, ça reste un enjeu, mais qui est plutôt on va dire, à la vision des marques. Peut-être pour compléter, je pense que dans le cas de la traçabilité post-achat, donc ce sera des événements qu'on va traquer. Combien de fois ça a été revendu, combien de fois ça a été réparé, et là on va peut-être pouvoir dire par qui, et ensuite le recyclage, où ça a été recyclé. Et donc ça, c'est pas des données personnelles et il n'y aura pas besoin de confidentialité. Et puis après, il y a quand même tout un tas de réglementations RGPD, aujourd'hui mises en place, notamment aujourd'hui d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui vont venir en fait s'appliquer pour protéger les données personnelles et qui vont servir de base pour médier cette confidentialité-là. RGPD, effectivement, ça tombe sous le sens, c'est la réglementation en place pour éviter les connexions entre une traçabilité et une personne, ouais, tout à fait. Et simplement pour compléter, c'est un service, donc c'est pas une obligation non plus. Il y a beaucoup de choses qui seront à la volonté du consommateur. Est-ce que j'ai envie d'intégrer ce dispositif ou pas? Il n'y a rien qui sera... Enfin, tous les services ne seront pas obligatoires, même loin de là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste pour rebondir sur ce qu'on disait là, sur la traçabilité aval, parce qu'en amont, on va s'appuyer sur les infos qu'on n'a pas encore ou qu'on va les collecter, qu'on va pouvoir avoir, mais sur l'aval, on va s'appuyer sur ce que va en faire le consommateur. Donc par exemple, combien de fois il a été réparé, qui va noter cette information sur votre étiquette RFID, qui va dire que je l'ai vendu sur Vinted à Madame Michu. Enfin, voilà. J'ai un peu de mal à percevoir comment vous allez tracer en aval, parce que du coup, vous allez vous appuyer sur les consommateurs qui vont noter ces informations-là. En fait, je ne comprends pas bien comment vous allez récolter ces informations sur la réparation, sur le nombre de reventes d'un produit. Alors, c'est une bonne question, mais j'ai bien aimé effectivement la tournure de l'oreille qui dit on va noter des événements. Nous, encore une fois, on fait la connexion avec la partie digitale. Mettons demain, vous allez faire réparer votre pull chez le fabricant. Simplement, lui, il va scanner le QR code qui sera sur le vêtement. Il va avoir une interface spécifique parce qu'il est revendeur de ce produit de la marque, puisqu'on parle bien quand même de la marque, et il va pouvoir dire, ce jour-là, ce produit a été réparé. Après qu'il y ait un lien ou pas avec le propriétaire, ça c'est autre chose. C'est des choses qui pourront être tout à fait cloisonnées. Demain, sur une revente de type site de seconde main, vous allez vouloir, peut-être parfois, c'est même l'acheteur qui va avoir la volonté de dire moi je veux être sûr d'avoir le certificat d'authentification, vous me vendez un produit de telle ou telle marque, qu'est-ce qui m'assure que c'est la telle marque? Donc c'est parfois l'acheteur qui va leur dire moi j'ai besoin de cette information, si vous ne me la transmettez pas, en fait je ne l'achète pas. Donc on va être dans des cas de figure qui sont extrêmement différents, et on va être vraiment sur le Web 3.0 où chacun va être un contributeur de sa donnée. Donc le réparateur va contribuer au cycle de vie, le second acheteur va contribuer. Enfin voilà, tout le monde va pouvoir collaborer sur ces éléments-là. En tout cas, ceux qui auront accès, tout le monde ne pourra pas modifier les informations. Ça dépendra aussi beaucoup, à mon avis, de la gamme des vêtements. C'est-à-dire que le cas d'usage et les données récoltées pour une entreprise de luxe ne sera pas la même que pour une entreprise milieu de gamme. Ce sera... Je ne sais pas si vous voulez compléter sur... encore une fois, je ne suis pas un expert de la supply chain aval, mais juste rappeler que la loi, elle ne dit pas...
la législation européenne qui arrive sur Digital Product Passport, il est possible pour les utilisateurs, les consommateurs finaux et toutes les parties prenantes de la seconde vie, la fin de vie d'un produit, d'avoir accès à certaines informations. Et là, on est déjà en train de se poser la question, ok, ça veut dire comment est-ce que la marque peut récupérer de la valeur ? C'est pas ça la loi au départ. La loi, c'est bien, il est possible, il y a la possibilité pour les différents acteurs d'aller obtenir de l'information et donc on est dans une démarche qui est plutôt qui est sur l'utilisateur ou la partie prenante va aller si elle le souhaite. Et donc votre question elle est intéressante, mais c'est de se dire en fait vous êtes en train de penser marque et ça veut dire si je suis capable d'aller suivre quelle est la valeur que je peux créer. Mais la loi en tout cas aujourd'hui elle dit pas ça, elle dit pas collecter de la donnée et tout, elle dit donner à vos clients l'information sur des informations traçables, des informations matières, des informations voilà. Oui, alors là, je complète tout à fait. Il faut faire la différence entre la partie obligatoire réglementaire qui va être sur des données bien précises, bien encadrées, et puis après, ce que les marques vont pouvoir faire de la traçabilité. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!